Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Directrice artistique de la marque APM Monaco et pionnière du concept de la haute bijouterie. Elle a contribué au renouveau du secteur. Bonjour Kika Prête. Bonjour. On discutait juste avant de commencer cet entretien. Et vous me disiez, je suivais mon mari et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui manquait dans la bijouterie. Et que l'idée d'APM est venue de ça. En fait, mon mari a commencé très jeune avec sa mère. Donc aujourd'hui, APM a 41 ans. On a fêté nos 40 ans l'année dernière. D'accord, donc APM existait déjà. Oui. APM est une société qui était donc fondée par ma belle-mère et mon mari à l'époque. Et comme fabricant de bijoux. Donc moi quand je l'ai connu, ils avaient déjà une très très grosse expérience là-dedans. Ils fabriquaient pour des marques. Exactement. Donc, ou des distributeurs. Des distributeurs d'autres marques. Enfin, ils faisaient tous les salons du bijou, typiquement Vicenza, Bâle, Hong Kong, Las Vegas. Donc, tous les salons du bijou internationaux où ils recevaient ces clients qui étaient du coup des groupes organisés, donc des professionnels. Et donc, c'était vraiment son corps de métier. Ce qui a aussi, avec le recul, donné l'opportunité et la possibilité de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Parce que, clairement, dans la fabrication, la logistique, il y a vraiment une vraie expertise. Là. Voilà, il y a une vraie expertise. Et on ne s'improvise pas fabricant de bijoux, en fait. Hein, exactement. C'est ça que... Donc, mon mari, là-dedans, était vraiment... il avait une expertise... incroyable là-dessus, mais c'est vrai que c'était du professionnel. Et donc quand je l'ai rencontré, je l'accompagnais sur les salons et on se baladait souvent, il me faisait voir même les collections et je disais c'est un peu dommage parce que dans la mode, il y a du très haut de gamme, donc il y a le luxe, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la fast fashion, mais il y a quand même un choix énorme au milieu. Il y a beaucoup de créateurs contemporains, qui sont ni très hauts, ni... Il y a quand même une proposition mode qui est assez importante et qui est assez large. Et dans le bijou, en fait, je le retrouvais pas. Donc, il y a évidemment la haute joaillerie. Bon, ça, c'est encore un autre... Et après, on tombait vite dans la fantaisie. Et donc, entre deux, je disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelque chose au milieu qui soit quand même mode et qui soit qualitatif. Et en fin de compte, l'idée, c'était vraiment de se faire plaisir, comme on s'achète une nouvelle robe ou un nouveau sac. La démarche de s'acheter un nouveau bijou, c'était quand même... je répète, c'était de la fantaisie, ou alors c'est vraiment pour des occasions. Voilà, c'était pas un investissement, c'est ça que vous dites. Voilà, et c'était vraiment se faire plaisir et s'acheter une nouvelle paire de boucles d'oreilles pour sortir, comme on s'achèterait, Oui, une paire d'escarpins. Exactement. Et donc, du coup, tout doucement, ça a un peu mûri. Et puis, il y a plein d'anecdotes qui ont fait qu'on n'a pas monté la marque comme ça en 2 minutes. Il y a quelque chose... Quand on a commencé, en fait, sur un des voyages où je l'ai accompagné à Hong Kong, où on a aussi des bureaux là-bas, et il m'a dit, dessine une collection. Donc, avec Imagine. un designer... Et imagine une collection, je pense qu'entre nous, c'était vraiment plus pour m'occuper qu'autre chose. Parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas avec lui. Donc, je pense que vous étiez là pour être avec lui, en fait. Exactement. Donc, je l'accompagnais. Il a dû se dire, elle va vite s'ennuyer. Donc... Et donc, au bureau, il m'a dit, écoute, développe une collection. Et que j'ai gardée parce que c'est la première. Ah oui, j'en garde beaucoup quand même, c'est mes bébés. Mais... Et, quand on crée, on garde. Hein. Ouais, c'est bien sûr. Et du coup, c'était une collection avec des étoiles que j'avais appelée Stélé, mais à l'époque, on n'avait pas du tout de magasin. Enfin, il n'y avait pas de point de distribution, en fait. Non. Et donc, les échantillons sont arrivés. Donc, moi, évidemment, j'avais dessiné, donc je les portais. Et quand je suis rentrée à Monaco, j'ai commencé à les porter. Et puis... ma mère, ma sœur, mes copines, mais j'adore ce collier. C'est moi. Ah bon, mais c'est de la joaillerie. C'est parce qu'en fait, les gens n'arrivaient pas à comprendre le positionnement.
Au début, même quand on a lancé la marque, le positionnement de la marque était très compliqué à faire comprendre parce que comme ça n'existait pas vraiment, ils ne savaient pas dans quel... Ils ne savaient pas dans quel tiroir vous ranger, exactement, en fait. Exactement. Et donc, du coup, je disais, non, c'est de l'argent et c'est des oxydes de zircon. Donc, du coup, il me disait, alors, du coup, c'était assez accessible. Oui. Et du coup, j'avais pas mal d'amis, de copines qui me disaient, ça t'embête, tu peux me le commander. J'ai dit, oui, bien sûr. Pour moi, c'était très flatteur parce que c'était vraiment le début. Donc, je dis, oui. Et de fil en aiguille, une copine qui m'appelle, ça t'embête si je passe avec ma sœur, ma copine. Et donc, mon mari rentrait du bureau, on était 20 dans le salon. J'étais avec mon petit cahier. C'était presque la réunion Tupperware. Hein. Exactement, presque, hein. Exactement. Et j'étais avec mon petit cahier, je prenais mes petites commandes. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, elles en ont envie. Exactement. Et donc, il me disait, mais c'est quand même fou. Et donc, j'avais mon petit cahier, je prenais mes commandes. Et de là, il a commencé à me dire, parce que pour lui, c'était vraiment c'était autre chose. C'était pas de la mode, enfin, son corps de métier, c'était vraiment du professionnel et donc des designs qui doivent correspondre à la demande. Et il travaillait sur du précieux, lui. Ou il travaillait aussi sur du or et pierres précieuses et aussi argent et semi-précieux. Et semi-précieux, ouais. Et donc, du coup, on a commencé à faire quelques collections qu'on présentait sur les salons, puisque le concept marque n'existait pas encore. Et il n'y avait toujours pas de retail. Toujours pas de retail. Et alors là, c'était vraiment pas bien reçu, parce que les clients qu'on avait en face, c'était pas du tout leur typologie de produit, c'était pas du tout la demande qu'ils avaient. Et pour de l'argent, un produit mode, c'était pas non plus ce qu'ils avaient. Donc, et quand on expliquait un petit peu le projet... Pas. Mais c'était même pas né, en fait. Ouais. Et donc, quand on expliquait un petit peu le projet, ils nous disaient, mais ça marchera pas du tout. Enfin, non, à l'unanimité, même quand on a commencé à réfléchir à un concept retail, ils étaient tous d'accord, hein, ça marchera pas. Enfin, laissez tomber. C'est tous des visionnaires, hein, on doit dire. Oui, hein. Voilà. Et ça marchera pas, même le nom plaisait pas. Le nombre de fois où on m'a dit, mais si tu veux lancer une marque, APM, franchement, trouve un nom un peu plus... Ah oui, un truc plus évocateur, quoi. Un truc plus... Oui, un peu qui donne un peu plus envie à APM. Ouais, voilà. Et ça, pour le coup, mon mari n'a jamais voulu. Il a dit non, APM, c'est APM, on ne touche pas. C'est les initiales de sa mère. C'est ça. J'allais dire, il doit y avoir un truc là derrière. Oui. De toute façon, il n'a jamais été question de changer la marque. Et il m'a toujours dit quelque chose qui est resté. Il m'a dit, le nom d'une marque, c'est ce que tu en fais. Que le nom soit... le positionnement d'une marque, quand elle est installée sur un créneau, la repositionner, c'est pas simple. Hein. Voilà. Mais la marque, en fait, n'existait pas, puisqu'on était fabricant. Donc la société existait. C'était une marque. La marque c'était une marque blanche presque. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, le premier magasin qu'on a ouvert à Cannes, rue Commandant André, qu'on a encore aujourd'hui, et qui est un peu notre mascotte en fait. Hein, parce que maintenant, le premier, quoi. Voilà, maintenant on en a beaucoup. Maintenant, vous en avez un peu plus de 500 ou 500 450. 450. Ouais. 450 en combien de temps? La première, c'était Cannes en 2013, hein, donc 2013, Commandant André, ouais, donc 10 ans, c'est allé assez vite. Ouais. Mais du coup, la première qu'on a ouverte à Cannes était sur le concept qu'on avait sur les salons. Donc, sur les salons, on avait des grands stands blancs laqués qui étaient parfaits, parce que très lumineux, très agréable, très agréable sur les salons qui sont fermés. Et donc, on ne s'est pas vraiment posé la question, même le logo était un peu différent. Et donc, on a eu la possibilité d'ouvrir rue Commandant André. On a dit, bon, on y va, on essaye. Un magasin, on voit, voilà, c'était presque plus un test. On disait, bon, ça marche ou ça marche, on verra. C'était un premier plongeon, quand même. Oui. Oui, parce que là, on s'adressait aux clients final. Ouais, c'était vraiment du B2C, là. Hein, voilà. Vraiment. Et ça, c'est pour le coup quelque chose... Un peu le cœur qui bat quand on ouvre ou pas? Alors, quand on ouvre, on est resté beaucoup sur Cannes, du coup. Et donc, on tournait un petit peu autour... Parce qu'en fait, en vrai, ce qu'on voulait comprendre, c'est qui allait être notre cliente finale. Ouais. Parce qu'on connaissait très bien
Oui, salon. le produit, en fait, on le connaît bien, et le professionnel de la bijouterie. Le professionnel, voilà. L'acheteur, toute cette partie-là, on l'a maîtrisée. Ce qu'on ne connaissait pas, c'était vraiment le retail, le public. Le public, voilà. Donc vous lancez ça, ce que vous me dites en creux, c'est que vous lancez ça sans avoir fait d'études de marché, en fait. Hein. Non. Donc Ça, on a dit, fantastique. on continue à faire notre métier initial. Ouais. Donc ça, on l'avait pas touché. Donc à un moment donné, on s'est dit bon, on ouvre un magasin, on essaye, pourquoi pas. Un test. Et en fait, on voyait quand même, parce qu'avec toutes mes, comme je disais, les petites réunions Tupperware, et j'ai des anecdotes comme ça. Ça a continué, les réunions, J'en ai ou pas? plein. Quand j'ai ouvert la boutique, non. Parce que Non. du coup, je Ok. disais... Passer à la boutique. Voilà. Mais j'en ai sur les années plein. Les gens, ils m'arrêtaient. Excusez-moi. Donc, mon mari se disait, il y a quand même un truc à faire. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est plus parti de là. Mais c'est vrai que, voilà, sur les salons, les collections n'étaient pas adaptées à ce qu'on nous demandait Et donc, on a ouvert à Cannes et on est resté pas mal à Cannes l'été, parce que moi, j'étais très curieuse de voir déjà comment allait réagir La clientèle. la clientèle au design, parce que c'était quand même... Ça, pour le coup, c'était entièrement vous, le design. Oui, j'ai des équipes, je dessine très mal, il faut savoir. Je dessine pas bien du tout, je sketch pas mal, mais j'ai... C'est étonnant, ça, parce que pour quelqu'un qui imagine et qui ne dessine pas. Il dessine pour vous, alors? En fait, le départ d'une collection, c'est une idée. Oui. Donc, c'est une thématique qu'on a envie de travailler. Ouais. Donc, moi, je travaille beaucoup sur les moodboards. Et avec les équipes, on se pose pour voir qu'est-ce qu'on a envie de sortir sur cette saison, quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'on a envie de passer comme message. Et en fait, l'univers est vraiment complet. Quand on sort une collection, ça va vraiment du moodboard jusqu'à la finalité du shooting, qui est vraiment la dernière partie. Parce qu'une fois qu'on commence un moodboard, on commence à se poser des questions de qu'est-ce qu'on a envie de dessiner. Donc, et de qui peut les porter aussi. De qui peut les porter, mais surtout de quelle typologie de bijoux. Ouais. Les couleurs, est-ce qu'on a envie d'une collection plus rock, plus timeless. Enfin, on a la possibilité, le fait d'avoir des collections, des drops, comme on appelle maintenant, qui sont assez récurrents, c'est plus de travail, c'est certain, parce qu'aujourd'hui, on a une collection par saison. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. On en avait une par mois, maintenant on les a réduits, on va dire, par collection. Donc vous faites un peu comme la mode, vous faites printemps-été, automne-hiver. En fait, on est beaucoup plus proche de la mode que du bijou, dans la façon de créer et dans la façon d'imaginer les collections. Donc quand on part d'une idée et de ce qu'on a envie de faire passer comme message, comme donc le rendu, les couleurs, la typologie de bijoux, l'atmosphère. Donc ça a vraiment du mood board. Après on commence à... Moi je fais des sketchs, avec mes équipes, on tombe sur... Donc après on regarde les dessins, on commence à dessiner à la main. Tous les dessins sont faits au départ à la main. Tous les dessins à la main. Donc c'est des vrais ici à Monaco. Designers. J'en ai ici et j'en ai à Hong Kong. D'accord. Ah, et vous avez gardé quand même, de la première collection, vous avez gardé quand même l'habitude de travailler, enfin, ou l'envie de travailler avec des équipes à Hong Kong. Oui. Mais oui, parce que en fait, il y a beaucoup de talents. Enfin, les talents sont assez dispatchés. Il y a des talents qui sont plus faciles à trouver là-bas, d'autres ici. Donc, selon les besoins, voilà. Bien sûr. Et du coup, on commence les dessins faits à la main. Et donc là, il faut vraiment très, très bien dessiner. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un métier. C'est un travail de pro, quoi. Et parce que chaque pierre est dessinée, c'est vraiment un travail très, très minutieux. Avec le dessin, on voit ce que ça va être. Ah ouais. Le dessin, déjà sur papier, nous maintenant, en plus, on a l'habitude, mais honnêtement, c'est vraiment... Donc c'est figuratif à ce point-là, quoi. C'est presque le rendu... Exactement. Et après, de ce dessin-là, on fait le dessin technique qui est fait sur ordinateur. Parce que là, il faut vraiment poser chaque pierre, chaque espace. Donc là, on a une grosse équipe de designers, mais qui sont des designers techniques. Ils imaginent pas. Eux, ils retranscrivent le dessin papier sur un dessin technique qui après donne naissance à l'échantillon. Et voilà, et ça, voilà. Après, quand les échantillons ils arrivent, parfois on doit les refaire 2-3 fois parce que
c'est trop épais, c'est pas assez, ça tombe pas bien, enfin il faut peaufiner. Ouais. Et une fois qu'on a l'échantillon, on va dire, final validé, et ben voilà, on commence à voir les bijoux qui sortent, on les met en vitrine, et puis nous, après, notre travail, c'est d'imaginer le shooting, les visuels, la boutique, la playlist qui va être jouée, parce que les playlists en magasin et même les musiques sur nos shootings, sur nos vidéos, il faut qu'elles soient adaptées à l'atmosphère du shooting. Il faut que l'égérie que tout soit adapté pour livrer un message. Il faut un message cohérent, en fait. Exactement. Mais est-ce qu'on a... parce que j'imagine que vous créez tout ça, donc vous imaginez tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des préférés dans tout ça? Et on me pose la question très souvent, c'est très difficile de répondre. C'est comme de demander à quelqu'un quel est ton enfant préféré. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais. En fait, je suis incapable, je sais, il y a peut-être des designers qui font ça, mais moi, je suis incapable de créer quelque chose qui ne me plaît pas. Ah. C'est vraiment... quand je crée quelque chose, c'est que ça me plaît, que j'ai envie j'ai hâte de l'avoir dans les mains, de le porter. C'est vraiment... D'accord. Et du coup, c'est difficile. Bon, après, oui, en revanche, il y a des collections où il y a des pièces que je vais porter beaucoup plus fréquemment parce que dans la vie de tous les jours, c'est plus facile. Même des grosses pièces. Il y a des grosses pièces. On a tous, dans le dressing, toutes. On a un truc qu'on aime plus que les autres. Voilà. Donc c'est pas une création forcément qu'on a faite, mais on a tous, toutes en tout cas, moi je sais, chaque année j'ai mon truc que je vais mettre plus que le reste. Mais là je sais qu'il y a des pièces que je garde, que je me dis l'occasion déjà, si c'est des grosses pièces, voilà. Et même si j'ai pas l'occasion, ça reste chez moi. Je garde l'échantillon, on va dire. En fait, c'est celui-là qui m'intéresse. Après en boutique, mais quand ça arrive au bureau, là aussi, on a un peu le cœur qui bat quand il y a les échantillons qui arrivent. Ou pas? Alors, il y a deux choses. Souvent, on me demande qu'est-ce que je préfère dans tout ce que je fais. Dans tout le process, là. Voilà, dans tout le process. Et en fait, c'est vraiment la partie initiale. Vraiment imaginer une idée, partir vraiment d'un mood board. Ça, c'est vraiment... Et puis, parfois, ça vient... parfois, ça met un peu plus de temps. Et puis, un jour, je fais des recherches, et puis une image, deux images, et puis ça me plaît, je garde. J'ai des fichiers d'images énormes. Et puis, ça marche bien. Ça, pourquoi? Et tout doucement, l'idée mûrit. Et donc après, on en parle avec les équipes. J'aimerais bien ça, j'imagine ça, et donc on en discute tous ensemble. Et après, ça donne naissance, voilà tout le. Donc ça, vraiment le début de dire l'étincelle, la première idée, voilà. Première idée. Et vous êtes la deuxième, c'est les échantillons qui arrivent, les bijoux que je vois pour la première fois. J'ai les plateaux qui arrivent et parfois mon mari arrive. Et il me ramène, il me les fait voir un à la fois. Je dis, non, mais là, laisse-moi Laisse-moi tranquille. C'est ça. Non, c'est vraiment, je veux les voir, je veux les porter. Voilà. Ouais. C'est excitant. Et puis, c'est excitant, c'est gratifiant, ouais. Vous avez des bonnes surprises, des mauvaises surprises? Oui, toujours. Parfois, parfois, on voit un dessin et on dit, j'adore, c'est ma pièce préférée, vraiment. Et puis quand ça arrive, on est un peu déçu parce qu'on s'attendait à des volumes différents. Donc on retravaille une fois, deux fois, et puis après, dans ma tête, ça marche pas. Voilà, c'est rare, mais ça arrive. Et de la même façon que parfois sur dessin, on dit c'est bien, j'aime bien, oui, c'est sympa. Et puis quand ça arrive, c'est rare, mais oui, on commence déjà à avoir quand même l'œil entraîné. Donc, quand on voit sur dessin, à 80%, on s'imagine déjà ce que c'est. Mais après, porter, il y a toujours un... il y a toujours un truc qui se fait ou qui se fait pas. Voilà. C'est comme une pièce... Exactement. On la porte, on sort en vitrine, c'est... Oui, c'est bien, puis quand on la porte, j'adore. Ou parfois le contraire. Exactement. Donc, c'est un peu la même chose. Et vos inspirations, vous diriez que c'est quoi? C'est des photos, des choses que vous voyez en passant, des gens dans la rue? C'est beaucoup de choses. Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, comme on est très proche de la mode, moi, ce qui m'intéresse, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est vraiment de décliner un peu ça. Donc, on fait beaucoup de recherches, on est quand même assez... on regarde beaucoup les défunts. Et c'est pas forcément que la mode, parce que les tendances, ça peut être aussi une couleur. Ça peut être...
Mais oui, il y a quand même beaucoup de modes. Ça peut être un artiste, ça peut être une couleur, une déclinaison de quelque chose. Ça peut être aussi un voyage. Là, typiquement, oui, on a c'est ça, fait, j'allais vous dire, quand on voyage beaucoup, certainement qu'on doit avoir un moment bien donné, sûr. Là, on a fait un safari tous en famille. Avec les enfants, on est tous partis en Tanzanie. Donc bon, voilà, il y a une collection avec. On s'attend à voir quelque chose arriver avec l'inspiration africaine, quoi. Absolument, qui est là déjà dans la collection d'hiver. Oui, j'ai là. Donc j'ai fait des zèbres, de la girafe. Oui, il y a des patterns d'animaux. Oui, voilà. Ouais. Donc après, il y a un peu de tout. Oui, c'est toujours. On est assez connecté à la mode. Faut dire la vérité. Mais après, ça peut être un voyage, ça peut être une expo, ça peut être beaucoup de choses le départ. Et après, il faut surtout réfléchir à comment le rendre cohérent pour APM. Ouais, parce que oui, c'est la mode, je sais pas moi, mais il faut le retravailler. Et, tout ne colle pas à la marque. Hein. Exactement. Déjà, il faut que ce soit cohérent pour nous et pour ce qu'on fait. Et surtout, après, le retravailler pour que, justement, ça rentre dans une collection APM. Voilà. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Hein. C'est un métier que vous avez appris ? Oui, absolument. Ouais. J'ai toujours été... les bijoux, je pense que toutes les filles, un peu... voilà. On n'est pas complètement indifférent. On n'est pas complètement dans un truc, on ne fait pas des moteurs de voiture, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. On évite les clichés, mais là, quand même... Mais là, il y a un peu de cliché, mais oui, effectivement, bon, voilà. Donc, il y avait déjà un peu ça. Et puis, oui, effectivement, de toute façon, la passion du bijou me vient aussi beaucoup de ma mère. Ah. Oui. Je me souviens petite. Vous êtes née à Monaco. Vous êtes d'ici. Ouais, je suis d'ici. Non, je suis née en Italie, mais je suis arrivée, j'étais bébé. D'accord. Voilà, donc vraiment... c'est quasi quoi. Voilà, exactement. Et je me souviens petite, quand ma mère se préparait pour sortir, selon les tenues, ses écrins, elle ouvrait les écrins pour choisir le choix des bijoux, c'était toujours... C'était un moment, quoi. Ouais. Non, les bijoux, oui, ça c'est... On vous imagine un peu posé à côté, en train de la regarder. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est un métier que j'ai appris parce que c'était pas du tout ce que je faisais. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai connu mon mari, qui à l'époque n'était donc pas mon mari, il m'emmenait sur les salons et c'était assez sympa de tourner, de regarder toutes les vitrines. Ça, c'est beau. Ça. Mais voilà, au départ, je m'imaginais pas du tout quand je l'ai rencontré. Déjà, il était fabricant, donc il partait sur les salons faire ses rendez-vous et je l'accompagnais. Mais voilà, loin de moi, au tout début, l'idée d'être là aujourd'hui. Oui, mais on dit ça toujours... Ça s'est fait assez naturellement, en fait. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'à aucun moment... ça m'a été imposé. Et puis l'idée même de la marque était limite pas du tout... c'était pas un dessin, quoi. Non, mais c'était même pas un projet. Même mon mari, c'était pas du tout un projet. Ça a vraiment tout doucement mûri. Puis quand la boutique de Cannes, comme je disais, elle a ouvert et puis on a commencé à marcher. Elle s'est pas désemplie de tout l'été. Et en fait, le truc qui était extraordinaire, c'est que on savait pas quelle typologie, qui allait être nos clients, nos clientes. Et donc, on était très curieux de voir un peu déjà les designs, qu'est-ce qui allait plaire. Parce que quand on a ouvert, on n'avait pas une collection, on avait un magasin. Et donc, moi, j'étais très curieuse même de savoir quelle collection, parce que va marcher ou pas. Est-ce que les designs... Est-ce que ça va fonctionner, quoi. Voilà, est-ce que ça va plaire. Parce que, voilà. Et en fait, les gens, le concept... ils trouvaient ça... C'était nouveau, donc il fallait expliquer à chaque fois, parce qu'il y avait un peu un décrochage aussi. Ça faisait peur. Les vitrines faisaient un peu peur, parce que les gens pensaient que c'était du faux ou pas ? Non, justement, les gens pensaient que c'était du vrai. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au départ, la fabrication qu'on fait, c'est fait à la main, c'est micro-serti. Oui, vous êtes des artisans. C'est vraiment une façon joaillerie. Ouais. On a juste changé les matières premières. C'est-à-dire que on a remplacé l'or par l'argent et on a remplacé les diamants et les pierres précieuses par des oxydes de zirconium. Mais le rendu du bijou, il est bluffant. Et donc, c'est vrai que c'est techniquement... C'est de la joaillerie. Comme de la joaillerie. Exactement. Voilà. Et donc, au début, même moi, quand je portais des choses, les gens me disent, mais c'est pas APM, ça. C'est pas... mais c'est du vrai. Tu le fais pour toi.
Eh oui, non, mais Je dis non, c'est non. pour ça que je vous dis, est-ce C'est que les ça. gens pensaient que c'était du faux? Parce que Pas du à ce tout. niveau-là de qualité dans une vitrine, à des prix, parce que là on n'a pas encore parlé prix, Ouais. mais les tarifs APM, c'est ce qui a certainement aussi Absolument. fait la victoire de la marque au départ. Mais c'était ça le C'est- concept, hein. Eh ouais. Vraiment, le concept initial, c'était d'offrir. Et d'ailleurs, après, on a retravaillé aussi le concept magasin, parce que là, on parlait du premier magasin, et tout blanc. on a retravaillé, parce que du coup, on s'est dit non, l'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience client luxe. Ouais. En fait, en définitive, les gens, ils viennent chez nous pour se faire plaisir. Enfin, c'est pas... Bah, voilà. Et on a dit comment on fait vraiment à ce que l'expérience, elle soit le plus haut de gamme et le plus agréable possible, tout en restant accessible. En fait, c'était ça, c'est le clash des deux mondes. Parce que le challenge, c'est quand même C'était de ça. maintenir un positionnement Exactement. de prix qui soit accessible. Exactement. Et donc, du coup, on a retravaillé aussi le concept des magasins. Et puis, on voulait surtout emmener nos valeurs et transmettre et partager nos valeurs à l'étranger, partout. Parce qu'on a des magasins partout. Et donc, nous on est d'ici. Donc, c'était important pour nous d'avoir même des boutiques qui... Ouais, d'ailleurs, il y a marqué Monaco en dessous d'APM. Oui, oui. C'est pas... Absolument. C'est pas Parce juste que APM. Pour nous, c'était très important donc de faire vivre la marque et Monaco à travers nos boutiques partout dans le monde et de représenter nos valeurs. Et on est d'ici, quoi. Donc, c'était une fierté voilà. Donc, même quand on a imaginé les boutiques, on a dit, bon, il faut que ce soit luxueux, mais il faut que ce soit frais, il faut que ça fasse sud de la France. Donc, c'est bleu marine, c'est le bois, c'est du bois clair. On s'est inspiré de beaucoup de choses du sud. Il fallait que ce soit chic, qu'on soit très bien reçu, qu'on puisse se poser sur une table, essayer tranquillement les bijoux autour d'un café, avoir un bon son avec une playlist sympa. Avec une playlist sympa et s'offrir un bon moment, tout en restant accessible. En fait, c'était ça le concept. Et ça, c'est compliqué de contrôler les costs et quand on a une idée, est-ce que c'est compliqué? Parce que on se dit tous, on a des projets, oui, c'est sûr que si on a des moyens illimités et qu'on ne doit pas rentabiliser, c'est plus facile quand même, non? Ouais. Bon, alors ça sera un podcast pour mon beau-fils, vu que c'est une entreprise familiale. Non, effectivement, absolument, on peut pas. C'est une la journée, c'est comme économique toutes quand même, les entreprises, il faut que ce soit rentable, sinon on peut pas sur. Et alors, il vous dit, votre beau-fils, non, tu vas pas faire ça parce que là, ça va dépasser? Non, j'ai dit c'est une entreprise familiale dans le sens où l'aîné, qui a 25 ans, qui travaille avec nous, et qui aujourd'hui il s'occupe de tout le retail, du marketing et des ressources humaines. Donc, il commence à... Ah ouais, il a du travail, hein? Oui, il a du travail. Bon, mais il y a toujours mon mari quand même derrière, attention, il y a pas... Le boss, c'est le boss. Le boss, c'est le boss. Mais c'est vrai que bon, tout ce qui est plus retail, c'est vraiment lui. Donc, mais oui, effectivement, il faut que de toute façon, n'importe quelle entreprise soit rentable, sinon... Il a la possibilité de vous dire Kika, pas ça? Au niveau des designs, non. Au niveau, on a vraiment... non, mais en vrai, en plus, on est... en fait, c'est difficile de l'expliquer parce que quand on dit on travaille en famille, bah oui, donc en fait, on s'entend. Enfin, c'est vraiment. C'est difficile ou pas? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Alors, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, je pense. Alors, il y a des pour et il y a des contre. Donc, le contre qui n'est pas un contre, parce que nous maintenant on a l'habitude, c'est que souvent on me demande comment tu rentres chez toi, comment tu arrives. À fermer la porte du bureau, quoi. Non, on la ferme pas. Faut être honnête. À un moment donné, non, on se retrouve les week-ends, le soir ou même en voyage. On voit quelque chose que ça c'est pas mal comme idée. Donc non, en fait, on en parle tout le temps. Et je pense que dans n'importe quelle entreprise au moins c'est plus familiale, honnête, hein. Oui. Non, je vais pas vous dire. Moi, quand j'arrive à la maison, on parle plus de boulot, c'est fini, on ferme la porte, on se consacre à autre chose. Possible, ça. On essaye, mais la réalité, elle est que à n'importe quel moment, selon où on est, on voyage, on reçoit un email, donc t'as vu, voilà. Et en plus, on est tous très unis. Donc c'est vrai que même mon beau-fils qui a 25 ans, qui travaille avec nous, le fils aîné de mon mari, et sa fiancée qui est là avec moi et qui travaille avec moi, donc on travaille tous ensemble tout le temps. Donc
même le week-end, t'as oublié j'ai reçu cette proposition. Donc oui, on va. Mais c'est pas pesant. Ça fait partie de notre vie. Voilà. C'est un choix, oui. C'est pas aussi une des recettes parce que on entend la recette, la première recette, c'est de coller à l'air du temps. En tout cas, c'est ce que j'entends, de suivre les tendances, de s'en inspirer, d'être là où les choses se font. La deuxième, c'est d'être accessible. On vient d'en parler. Ouais. Et la troisième, c'est pas aussi d'avoir cette unité familiale qui fait que tout le monde est rassemblé autour de l'objectif. Pour une entreprise familiale, oui, probablement. Après, il y a des entreprises qui ne sont pas familiales, qui marchent très bien. Donc, c'est pas une. Non, mais ça fait partie des recettes APM. Parce que. La recette APM, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il y a vraiment je dirais même un noyau familial qui est très, très fort. Pâtissier, c'est votre beau-fils qui travaille avec vous. Oui. Est-ce que vos enfants vont travailler avec vous aussi ? Alors, c'est la question. Alors, c'est très rigolo parce que les petits, ils ont... Quel âge ils ont, les petits ? 10 ans et 12 ans. Enfin, c'est garçon-fille ? La plus petite, c'est une fille. Elle va avoir 11 ans. Mon fils a 12 ans. Et il y a aussi la fille de mon mari qui a 17 ans. Donc, ils sont 4 en tout. Et ils sont tous avec nous. Et en fait, c'est une tribu, en fait. Oui, c'est une tribu. Donc, quand on voyage, quand je dis voyage familial, c'est en Tanzanie, il y avait 2 jeeps, il n'y en avait pas qu'une. Ah oui, non, mais clairement. Mais ils s'entendent tous très bien. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que je ne sais pas si c'est le fait de justement nous voir travailler ensemble, de nous voir souvent discuter. Et puis c'est vrai que même nous, quand on sort, on passe en boutique, où qu'on soit, même avec les enfants. À Mykonos, par exemple. Non, pas à Mykonos, mais en Asie. Parce que ça m'est arrivé. Moi, au détour dans l'Agora Mykonos, je dis, mais APM, ils ont même une boutique ici, quoi. Voilà. Non, mais ça voilà. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Il y a eu un petit truc. Moi, je suis de Monaco, donc APM Monaco, au milieu de l'Agora de Mykonos, ça fait plaisir quand même. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Donc c'est vrai que quand j'ai des amis ou même qui me disent tu sais, je suis allée à New York, j'ai vu la boutique, ça m'a fait plaisir. Je dis c'est vrai. Alors justement, parlons un peu des boutiques parce que vous me dites qu'à Commandant André, donc vous avez un concept que vous changez après, vous le bleu marine, le bois, etc. Vous allez dans toutes les boutiques avant qu'elles ouvrent ? Alors aujourd'hui, honnêtement, moi personnellement, je n'y arrive plus. Enfin, parce que 450, ça ferait beaucoup. Et c'est surtout que du coup, je ferais ça, que ça. Donc, celles qui sont ici sur disons, les endroits où on va le plus régulièrement, oui, à Monaco, je passe très très régulièrement. À Hong Kong, où on passe beaucoup de temps, oui. Ouais. Mes enfants, ils connaissent les boutiques par cœur. Dès qu'on va faire les courses dans un moment, maman, APM, voilà. Et oui, donc quand on voyage, où qu'on soit, s'il y a des magasins, on passe toujours faire un coucou. Enfin, oui. C'est voilà. Mais oui, il y a des magasins que je n'ai pas vus. Voilà. Voilà. Et chez APM, il y a toujours la fabrication pour des grandes distributions ou ça s'est arrêté ? On l'a toujours, mais de façon beaucoup plus restreinte et qui est complètement séparée de APM marque aujourd'hui. Ouais. Et votre mari, quand vous démarrez et que ça marche, comment il réagit ? Parce que c'était plus son métier, en fait. Vous aviez inventé un nouveau métier. C'est ça. Au début, c'était excitant et en même temps, un magasin qui marche, c'est pas non plus. Oui. Voilà. Et derrière, on a ouvert à Hong Kong. Et en fait, on s'est rendu compte rapidement que on nous avait toujours dit. En plus, on partait un peu de là. Tous les gens avec qui on en parlait, même au début, ça marchera pas, votre concept, un magasin, vas-y, mais franchement... Ils ne croyaient pas aux 450. En fait, ils ne croyaient pas à la demande de cette typologie de produit et de ce créneau-là. Parce là, c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais ce qui surprend beaucoup avec APM, c'est que les bijoux sont pratiquement tous unisexes. Alors maintenant, oui. Au début, c'était pas le cas.
Il y a 10 ans, quand on a lancé, c'était vraiment très féminin. Et là, il y a quelques années, je voulais justement le rendre plus unisexe parce que je me suis rendu compte que même dans la mode, on va là-dedans. Et que de plus en plus d'hommes portent des bijoux et c'est très beau. Un de vos égéries, c'est quand même Charles Leclerc, quoi. C'est pas... Voilà. Mais on a commencé en fait avec Baptiste Jabiconi. Oui, il y a quelques années de ça. Et en fait, ça a été vraiment le virage pour moi. Un couple avec Tylane Bourdeau, c'était... Ils sont beaux, hein. Les deux ensemble, c'est quand même... Oui, ils sont beaux. Oui. C'était... effectivement. Et donc, du coup, quand j'ai voulu prendre ce virage-là, je cherchais donc un ambassadeur homme. Déjà parce que même si les bijoux étaient unisexes, si on les présente pas sur un homme en magasin, il peut pas s'y mal... Et donc, et avec Baptiste, on a commencé, donc Baptiste et Tylane, donc le couple. Et c'est vrai que tout lui va. C'était un truc incroyable. Je disais, la nature est dure parfois. Et voilà. Ouais. Et du coup, on rigolait. Et c'est vrai que Baptiste, il est toujours là. C'est mon ambassadeur. D'ailleurs, il arrive ces jours-ci. Et c'est parti d'une rencontre, on va dire, professionnelle. Et c'est très rapidement devenu... Il fait partie de la tribu ? Il fait complètement partie de la famille APM. Ah oui, si, c'est vraiment... Mais comme, en fait, toutes nos collaborations qui sont... je dirais organique et logique. Charles, c'est pareil. Ouais. Au début, on s'est dit, les valeurs, l'unisexe, et puis c'est Monaco, et c'est des valeurs saines, le sport aussi, et l'AS Monaco, c'est la même chose, et avec Charles, premier shooting, et puis c'est devenu, c'est un bonheur de travailler avec lui, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Pour le coup, tout lui va aussi à lui, hein. Oui, voilà. Mais c'est vrai que, franchement, on peut pas demander mieux à mon niveau de travailler avec. Travailler. J'aime même pas dire le mot travailler parce qu'aujourd'hui, ils font tellement partie de notre. C'est devenu du personnel. C'est vraiment. C'est du perso. Ça commence par une collaboration de travail, mais on est passé vraiment à quelque chose de beaucoup plus... mais néanmoins, vous avez une vraie... Alors, vous avez beaucoup parlé de cohérence jusqu'à présent. Et là, dans la façon dont vous choisissez ceux avec qui vous faites une alliance de marque, parce que voilà. Charles Leclerc, c'est une marque. Et on parlait, juste avant, on parlait de l'AS Monaco. Quand vous décidez de faire une alliance de marque, il y a une vraie cohérence. C'est-à-dire que APM, sur les maillots de foot, au départ, on n'y pense pas. Et quand on le voit... on se dit c'est plutôt cohérent quand même. Hein. L'idée, c'était vraiment, à nouveau, c'est un message, c'est des valeurs, parce que c'est vrai qu'au départ, le foot, il y a peut-être un grand écart avec notre corps de métier à nous, mais en fait, un peu pareil avec Charles. Dès qu'on rentre un peu dans le sport, au départ, on se dit, nous, on fait plus un bijou féminin. Et en même temps, c'est tellement cohérent. Parce que c'est les valeurs de Monaco, c'est vraiment les valeurs, c'est transporter un message de nos valeurs de Monaco. Et pour moi, quand même, le sport a des valeurs très saines. Les sportifs, parce que là, on parle de Charles, qui est un sportif avant d'être un pilote de Formule 1, c'est un sportif. Là, on parle de l'AS Monaco, il y a aussi des sportifs. Vous avez aussi des hommes qui peuvent porter ces valeurs-là, quoi. Et en plus, on se rend compte que les bijoux leur vont extrêmement bien. Donc on se dit, là, on est complètement dans l'unisexe, parce que, voilà. C'est encore... c'est là, quand je vous dis la nature est dure parfois, en fait, on réalise qu'il y a quand même aussi des gens aujourd'hui, alors c'est peut-être générationnel, qui sont dans l'air du temps, à qui tout va, qui font des trucs qui marchent. Dans le bijou, c'est plus facile quand même, parce que le bijou est plus adapté un peu à tout le monde que certains... dans la mode, il y a des choses, on se dit... On n'est pas obligé d'être jeune pour être APM, si ? Non, pas du tout. Alors, c'est rigolo, parce que c'est quelque chose qu'on entend pas mal. Et ça vient beaucoup des réseaux, en fait. On se dit, c'est une marque pour les jeunes.
parce que la communication est sur les réseaux. On parle toujours des réseaux. Voilà. C'est vrai que le couple Baptiste-Tilane, c'est un couple jeune. Donc voilà. Donc c'est vrai, mais non, pas du tout. On a. Vous avez une clientèle moins jeune. On a aussi surtout des collections qui sont pas forcément que jeunes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a aussi une proposition de collection qui sont vraiment des pièces plus classiques ou plus importantes pour vraiment des occasions. Donc non, il n'y a pas... non, franchement, il n'y a pas d'âge. Moi, je vois même ma maman... non, pour le bijou, il n'y a vraiment pas d'âge. On a vraiment des collections. Après, c'est des univers. Donc, selon on va dire la collection... ça va plaire plus ou moins, mais je dirais presque que c'est plus un style qu'un âge. Ouais, je vois. Parce que si on a un look qui est un peu rock, de 18 ou 40, on a un look un peu rock. Donc de toute façon, on va se diriger sur des pièces qui sont plus dans cet univers. Oui, on est plus classique, voilà. Donc je dirais que c'est plus vraiment des univers de collection qui doivent... matcher avec sa personnalité. Moi, très souvent, on me dit comment on porte les bijoux ou des mix and match. Je dis, mais pour moi, la mode et aussi nos collections à nous, moi, ce que j'aime voir, même souvent je passe en magasin, c'est comment les gens se l'approprient. Moi, je peux le mettre d'une façon, je l'imagine, parce que le départ, il y a quand même... voilà, je l'imagine d'une certaine façon. C'est vous la maman, quand même. Voilà, je l'imagine d'une certaine façon, mais après, parfois, je vois en magasin des clients qui jouent avec les produits et qui les mélangent différemment. Façon, Et en fait, je dis, mais c'est même ça qui est beau à voir et qui potentiellement peut me donner même d'autres idées, parce qu'il faut que les gens se sentent bien et portent quelque chose qui marche avec eux, avec leur personnalité, qui se l'approprie. Oui, après tout, quand on fait ce métier, enfin le métier que vous faites, c'est un métier positif. Dans le sens où ce qu'on apporte aux gens ou ce qu'on propose aux gens, c'est un univers positif. Oui, bien entendu. Mais comme je disais tout à l'heure, l'expérience, c'est vraiment se faire plaisir. On est vraiment là-dedans. On n'a pas... C'est pas un besoin. Donc c'était vraiment, quand on a étudié le concept et les collections, c'est un moment vraiment se faire plaisir, quoi. Donc oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid à APM alors ? Oh là là. Ça, c'est... Ah ouais, c'est dur. Hein. Non, ça a été très compliqué parce que nous, on est quand même beaucoup en Asie, on voyage beaucoup. Et là... J'ai réfléchi tout à l'heure, vous me parliez de Hong Kong et je me suis dit... Tout s'est arrêté. Ouais. Ah oui, là, ça a été très compliqué. Puis même la Chine, ça a été 3 ans là-bas, le Covid. Ça, ici... strict, hein ? Très strict, et puis bon, avec des hauts et des bas, des quartiers qui ferment du jour au lendemain, donc des boutiques qui ferment, et puis l'autre qui est ouverte, mais les gens étaient terrorisés en fait de sortir. Donc du coup, non, ça a été compliqué, même à gérer les tests, pas les tests, les masques, pas les masques, et puis ça a duré beaucoup plus longtemps. C'est ça. Donc en fait, c'est ça qui était usant un peu à la fin, parce que c'est la longueur. Vous l'avez vécu ici ou en Asie ? Alors j'étais des deux côtés. Donc là-bas beaucoup moins sympa, ouais, parce que des carompes, parce qu'à un moment donné il fallait voyager. Donc avec mon mari on s'est dit on peut pas. Le business s'arrête pas quand même. Donc quand on était là, voilà. Mais après on a dit il faut y aller. Et au départ il y avait tests, les masques, 15 jours à l'hôtel. Le confinement, voilà, à l'hôtel, donc enfermé à l'hôtel, voilà. Et puis même mon mari, on devait aller en Chine parce que, nos sites de production, on a des bureaux là-bas aussi. Donc à un moment donné, 1, 2, 3 mois, on gère. Mais là, c'était tellement long qu'elle a dit mais je vais pas avoir le choix, il va falloir que j'y aille. Et là, c'était compliqué. C'était 15 jours enfermés à l'hôtel ensemble ou chacun dans une chambre ? Non, mais alors pour le coup, on n'a pas fait ensemble. Là, quand il est allé en Chine, il est allé tout seul. Oui. Et je pense que non, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble une fois, la première année, mais du coup, on pouvait le faire. Non, on l'a fait. On l'a fait. Mais bon, ça allait. Mais c'est vrai que moi, ma crainte, c'était surtout à un moment donné,
Combien de temps ça va durer? Parce que là, quand on doit faire 2-3 semaines de quarantaine à l'hôtel, ça veut dire qu'on doit rester au moins 2 mois sur place. On ne fait pas 3 semaines pour rester 4 jours et revenir. Donc, on essayait de s'organiser de façon à ce que on reste des périodes un peu plus longues sur place pour que ça vaille le coup de rester enfermé 3 semaines, parce que c'est pas évident. Qu'on fasse pas ça pour rien, quoi. Et donc, du coup, même au niveau familial, c'était long, quoi. Il est parti 3 mois, du coup, 3 semaines. Il a dit, je le fais une fois, mais il faut que je reste, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, c'est long. Oui, c'est long. Donc, du coup, quand on a pu revoyager, on s'est dit, ouf, c'est bon. Est-ce qu'il y avait des moments où vous avez eu peur pour l'entreprise? Pendant le Covid ou tout? Pendant le Covid, oui. On est tous toujours comme on est toujours tous ensemble, on en parle toujours beaucoup. Et c'est vrai que c'est la visibilité, en fait, qui nous faisait un peu peur. Zéro visibilité. Enfin, on n'arrivait même plus à savoir... c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an, on s'organise. Enfin, mais là, le fait de... Ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça... Il n'y a pas de direction. Et dans les pays, en plus, tous différents, donc pas les mêmes règles partout. Exactement. Donc, oui, il y a eu des moments où on s'est posé la question, on dit... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis surtout, comment on s'organise? Parce que... si les boutiques, si on reste encore 2 ans comme ça, fatalement, il faut prendre des décisions, même au niveau interne, au niveau financier, parce que sinon... ça a été un passage un peu compliqué, mais bon, heureusement, c'est fini. Et là, l'international, ça commence à reprendre. Ça commence à reprendre, oui. Vous diriez que ça vous a renforcé? C'est une épreuve qui vous a permis au niveau perso, au niveau personnel et professionnel, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des leçons que vous avez apprises pendant le Covid qui vous ont permis de franchir des caps, ou juste vous vous êtes adapté? On s'est adapté, honnêtement. On apprend toujours, de toute façon, de n'importe quelle expérience. Il y a toujours des pour et des contre. On a réussi à s'organiser, à prendre des décisions assez rapidement, justement pour pas se retrouver à dire là, à un moment donné, du jour au lendemain, ça va être compliqué de continuer, parce que à nouveau pas de visibilité. Donc c'était dire combien de temps. Il y a énormément d'entreprises et Mais finalement, APM, dans la discussion, là, on se rend compte, APM, ça occupe tellement de place dans votre vie, à vous, personnelle, dans votre vie de famille, dans votre vie de femme. Comment on fait pour ne pas s'oublier complètement là-dedans? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est aujourd'hui, APM, c'est notre vie, c'est notre travail, c'est notre quotidien. Donc oui, ça prend beaucoup de place, fatalement. Et même en Tanzanie, hein. Oui, donc, ça prend beaucoup de place. Non, mais même familial, même dans la famille, on en parle. Ce que je disais, ça fait vraiment, on est à APM. Je fais beaucoup de yoga. C'est pour répondre à votre question. Voilà, c'est. Mais oui, chacun sa recette, en fait. À un moment donné. Moi, je cours, vous voyez. Moi, je fais du running tous les matins. Sinon, c'est pas possible. Sinon, j'arrive pas à décrocher mon esprit. Je pense que quand on est très occupé ou très sollicité, parce que occupé et sollicité, je pense. Parce que après, on a toujours tendance à pas culpabiliser, mais se dire bon, quand je suis au boulot, je suis pas avec mes enfants. Donc parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a l'équilibre avec les enfants. Quand on est maman, il y a aussi un peu ça. Et donc du coup, de temps en temps, on reçoit toujours le petit coup de fil. Tu rentres tard. Et mon goûter alors. Voilà. Donc voilà. Quand on est à la maison, et on essaie de se consacrer à eux, en fait, on se rend compte que ils commencent à être grands, donc il y a parfois ils n'ont pas tellement envie. Donc je dis je suis là. Oui, mais moi je suis occupée. Là, je joue. C'est sympa. Voilà. Donc non, on essaye quand même de faire pas mal de choses avec eux, mais bon, après chacun ils ont leur personnalité, ils commencent à grandir aussi. Donc quand on voyage, typiquement, on a toujours un peu tu pars, tu rentres quand, le petit message coup de blues, hein. Donc on culpabilise un peu, et puis après d'un autre côté il
il faut que ça avance, si on a des choses à faire, enfin voilà, il y a des responsabilités. Ouais, c'est ça, il y a des gens qui dépendent de nous, voilà, il y a des responsabilités, et puis il y a des choses, mais si je les fais pas, j'ai droit au petit message, on n'a pas reçu, ou il faut valider. Ouais. Donc non, il y a ben, oui, donc c'est un tout. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé quelque part mon temps. Ouais. Dans le sport ou dans mes activités, donc dans le yoga, où j'ai commencé l'escrime récemment. Et, ah oui. Ouais. Ah, ça c'est pas banal en fait, quand même. Hein. Ouais. Et en fait, quand je peux, le matin, je m'entraîne ou je pratique. Et c'est 1 heure pour moi. Voilà. Donc je mets ma musique, il n'y a pas de... Et ça me permet d'avoir mon moment à moi où je ne suis pas sollicitée. Et derrière, je vais au bureau direct et j'ai ma journée de travail. Et derrière, j'enclenche avec c'est une question d'équilibre personnel alors. Hein. Ouais. C'est une question parce que en fait, vous parlez de culpabilité, de responsabilité. Tout ça, ce sont des moments de discussion avec vous-même. Absolument. De toute façon, je pense que quand on me dit c'est quoi, je pense que la recette miracle n'existe pas. Non. C'est comme on dit être voilà. Je pense qu'il faut trouver à un moment donné un équilibre personnel. Ouais. Parce que si on n'arrive pas à trouver cet équilibre personnel, on a du mal à donner aux autres si on n'est pas bien dans ses baskets, si je peux donner une idée. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé quelque part mon équilibre comme ça, parce que après, ma journée, elle est un peu à 2000 à l'heure. Donc, une fois que j'arrive au bureau, je suis beaucoup sollicitée. Je dois quand même... Voilà. Et quand je rentre à la maison, mes enfants me sollicitent aussi. Et c'est normal, parce qu'ils veulent me raconter leur journée. Et puis, je veux passer du temps avec eux. Et les week-ends, j'essaie un maximum de me consacrer à faire ou des choses avec eux, ou avec des amis, ou même avec ma famille, mes enfants. Enfin, et donc, il faut essayer au maximum de trouver son propre équilibre. Et parfois, c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde. C'est très féminin, hein, ça. Ouais. C'est très féminin, l'idée de devoir faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi des moments où vous vous dites j'y arriverai pas? J'ai appris avec l'âge à dire pas envie. Voilà. Ah oui. Ouais. Parce que plus jeune, on se dit il faut le faire, et puis il y a beaucoup de choses et là, avec l'âge, c'est vrai que... Alors, je rigole avec mon mari, souvent, on est en train de devenir des ours. Mais genre, des ours, non, des ours bruns. Ça veut dire que vous sortez pas, quoi. Voilà. D'accord. Non, mais les journées sont déjà longues. Moi, typiquement, on rentre difficilement à la maison avant 7h30. Ouais. 8h moins le quart. Donc, je vais passer le temps avec mes enfants avant qu'ils aillent se coucher, parce que je veux passer du temps avec eux. Ça fait au moins 9h30. Voilà. Et derrière, le matin, on réenchaîne une autre journée. Donc, le dîner, si c'est pas vraiment quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir ou que c'est du boulot, on est... obligé. On est bien chez nous à la maison. Voilà. Donc, on a appris à dire... au début, on faisait... Enfin, au début, c'est peut-être aussi l'âge. Hein, au début, on faisait plus d'efforts dans le sens où... Après, ça nous fait plaisir. Hein, mais de dire, je suis crevée. Ouais, moi aussi. Vous n'êtes pas des socialites, quoi. Non. Pas trop. Non. Non, on peut pas dire. Alors, vous voyagez, vous faites de la cuisine, si j'ai bien compris. Pas du tout. Alors la cuisine. Zéro. Non, je suis italienne, donc dans mon ADN. Les pâtes au moins. Voilà, dans les pâtes, je cuisine et je suis pas mal. Mais le reste. Non. Mais alors ça, non seulement ça ne me plaît pas, ça ne me passionne pas. Donc non, la cuisine c'est vraiment pas mon truc. Bon, vous dessinez pas. Vous me dites je dessine pas très bien. Non, je dessine pas très bien. J'arrive à donner des directions à mes équipes quand même. Donc je sketch. Non, mais c'est parce que je cherche. Alors vous faites du yoga, ça vous me l'avez dit. Oui. Je cherche ce qui habite le quotidien, ou en tout cas les moments de Kika quand elle fait pas tout ça. Par exemple, je vous dis, je fais du running, et mon deuxième truc, parce que j'en ai que 2, j'ai pas le temps de faire beaucoup plus. Mon deuxième truc, c'est la musique. J'écoute de la musique. Ah, alors. Et donc, j'ai trouvé le moyen d'écouter de la musique en faisant plein d'autres trucs. Et je me suis pas séparée de la musique, en fait. Ah c'est assez rigolo que vous disiez ça, parce que en fait, moi, je suis incapable de ne pas avoir de musique. Ouais. C'est-à-dire que je pratique, j'ai mon casque, j'ai ma musique au bureau,
J'ai la musique toute la journée. Les écouteurs tout le temps. Non. Moi, j'ai les écouteurs. Moi, j'ai pas l'écouteur, j'ai de la musique dans mon bureau, on va dire, créatif, où j'ai les designers. J'ai une enceinte et j'ai la musique toute la journée. Vous écoutez quoi? Alors, ça dépend ça dépend de mon mood. humeur, Ouais. ça dépend du mood, mais j'aime bien ce qu'ils appellent maintenant la trap, donc Drake, toutes ces choses-là, ouais. Oui. Donc j'ai tout le temps de la musique. Après, ça peut varier, hein, c'est pas tout le temps. Mais oui, j'ai toujours la musique allumée. À la maison aussi? Ah ouais. Et si c'est pas la musique, c'est la télé. C'est-à-dire que quand je vais rentrer le soir, on va se mettre un film ou on va regarder quelque chose avec les enfants ou avec mon mari. Donc du coup, la télé est allumée. Mais en fait, je n'aime pas beaucoup le silence. C'est horrible, hein, parce que c'est pas que j'aime pas le silence. Je déteste ce qu'on appelle les white noise. Le vrai silence, c'est pratiquement impossible. Enfin, il faut être en haut d'une montagne. Donc en fait, quand on dit silence, on est à la maison, mais fatalement il y a le bruit de la clim ou les voitures, ou la machine à laver qui est en train de terminer. Voilà. Et ça, c'est des sons qui me plaisent pas. Donc je préfère allumer la télé ou carrément regarder quelque chose ou carrément avoir de la musique que ces bruits. J'aime pas qui ça. sont un peu polluants. Hein. En fait. Voilà, donc c'est pas vraiment du silence. Donc voilà. Donc si vraiment je dois dire non, je suis très peu dans le silence. Très peu dans le silence. Est-ce que dans tout ça, et ça me manque pas. Ça vous manque très bien avec la musique. Voilà. Ça va aussi avec la tribu, la famille, tout ça. Oui, voilà. On imagine que c'est pas. Voilà. Souvent, ça c'est jamais très silencieux. C'est pas très quiet chez moi, tout ça. Hein, non. Bah oui. Et d'ailleurs, quand je rentre chez moi et qu'il n'y a pas de bruit. Vous vous dites, il y a un truc qui va pas, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas là? Et voilà, non, c'est rare. Alors justement, vous dites chez moi. Chez vous, c'est Monaco? Oui, chez moi, c'est Monaco. Ah. Quand je rentre, comme je disais, on voyage beaucoup, donc on est beaucoup en Asie. Et je dois dire que mon cœur est partagé un peu en deux, dans le sens où c'est vraiment ma deuxième maison. Je m'y trouve très, très bien. Vous parlez de Hong Kong? Oui, surtout de Hong Kong, on va pas mal en Chine. Qui a une place particulière, j'ai l'impression, Hong Kong. Oui, Hong Kong a une place particulière pour nous. Les premiers voyages, même avec mon mari, c'était là-bas, puisque lui, il avait ses bureaux déjà là-bas. On a toujours eu des bureaux ici, mais il avait déjà des bureaux là-bas, donc quand je voyageais avec lui, donc c'est vrai que oui, Hong Kong a une place assez importante, mais oui, pour moi, la maison, c'est ici. Enfin, quand je rentre, je dis, voilà. J'ai grandi ici, voilà. J'étais à l'école ici, j'ai grandi ici, ma sœur a vécu ici, ma mère, enfin, mes amis d'enfance sont ici, ouais, Monaco, c'est la maison. Vous êtes fidèle en amitié? Oui, après, on connaît beaucoup de monde, Monaco, on c'est petit, donc on connaît beaucoup de gens, mais c'est vrai que mes amis d'enfance sont les mêmes depuis très très longtemps. Ouais. Et alors c'est rigolo parce que je parlais justement il y a pas longtemps, c'est fou comme je me demande si aujourd'hui, si je devais rencontrer pour la première fois mes amis d'enfance, si on matcherait aussi bien. De la même façon. Parce qu'on a évolué, on a tellement, je veux dire, quand on se connaît à 18-20 ans, oui, la vie n'est pas encore faite. Voilà, on n'a pas décidé de plein de choses. Et puis voilà, et puis on est ici, on grandit ensemble, on se connaît ou de l'école ou du quartier, ou du Jimmy, ou du SAS, ou du SAS, ou du SAS, absolument. Et donc du coup, les rencontres, on se connaît, à Monaco, voilà. Et parfois je me dis, et puis après c'est des gens qui rentrent dans notre cœur, donc 30 ans plus tard, on les accepte avec leurs qualités, leurs défauts. Leurs différences aussi. Hein. C'est comme la famille, je veux dire, c'est comme. Mais c'est vrai que je me dis, mais si je rencontrais ces personnes aujourd'hui, est-ce que on est tellement différents aujourd'hui, on a des parcours différents. Il n'y en a aucun qui est avec vous dans le business en fait. Hein. D'amis, non. D'amis. Des amis d'enfance. Des amis d'enfance. Moi, non. En revanche, mon mari. Il a des amis. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment un exemple. Il a les mêmes amis depuis qu'il a 14 ans. Et ses deux associés étaient des amis d'enfance, oui. Donc c'est des gens, même les gens avec qui il travaille, ça a toujours été la famille et vraiment alors, lui, ses il travaille amis d'enfance. avec sa famille et ses amis. Ah ouais, lui, alors vraiment le cercle est fermé. Le cercle est très très fermé. Après, on connaît beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qu'on apprécie mais c'est vraiment le cercle. Le cercle
Et c'est beau à voir parce qu'il a vraiment les mêmes amis. Et puis du coup, ses amis maintenant ont des enfants qui ont l'âge des nôtres. L'âge des enfants. Et typiquement, je dis Louis, mon beau-fils qui a 25 ans, il a plein de copains qui sont très très proches et qui sont en fait des fils d'amis de mon mari. Donc en fait, c'est la deuxième génération. C'est le deuxième cercle. Ouais. En dessous. Mais je me disais c'est pas une finalité que parce que lui, c'est son meilleur ami, que le fils de son meilleur ami, ça va forcément devenir non, ça marche le pas meilleur toujours, ami. Et là, ça marche. C'est quand même assez incroyable, mais ça marche. Et donc, du coup, c'est un groupe de deuxième génération. Et nous, ça nous fait d'autant plus plaisir. Alors, du coup, ça resserre encore plus haut parce que c'est. Oui, parce que vous vous posez la question de la transmission. Parce que quand on a une affaire de famille, est-ce qu'on se pose la question Bien sûr, on se la pose plein de fois et on change d'avis 10 fois par jour. C'est ça. Et il y a les mauvais jours, on dit non. Quoi, je crois que c'est pas une bonne idée. Voilà. Et puis après, en définitive, oui, parce que après, il faut qu'il y ait aussi un intérêt et pas une imposition. Donc, on s'est posé la question, surtout je dis avec le grand, parce que les petits sont de toute façon beaucoup trop petits. Ouais. Et celle de 17, elle a le bac cette année, Jenna, et on verra, elle a envie d'étudier, donc d'ici là, on verra si après, elle a envie de faire partie de l'aventure ou si elle a envie de faire autre chose. En fait, c'est pas une imposition, c'est pas quelque chose de, je dirais, ni forcé, ni la suite logique. Ouais. Voilà. Mais ni d'autorité, c'est-à-dire que votre mari ne dit pas aux enfants il faut le business sera pour toi. Non, mais c'est très rigolo parce que donc je disais avant en fait c'est presque l'inverse qui se passe chez nous parce qu'ils sont tellement dedans, ils nous voient tellement tous travailler en famille avec que du coup ma fille il y a pas plus longtemps, il y a 2 semaines, elle me dit mais maman le jour où je reprendrai ton travail, et je lui dis mais le jour où je prendrai ta place, voilà, c'est ça. Et je lui dis mais bon, t'es encore un peu petite, hein, donc déjà va à l'école. Non, parce que c'est mon truc, fais bien tes devoirs et sois bien. Voilà. Oui. Il faut finir l'école. Et je lui dis mais Mia, peut-être que d'ici là tu auras envie de faire autre chose. C'est pas une finalité. Waouh. Bon, alors, effectivement, tu as raison. Peut-être que, de toute façon, sinon, Andrea, donc mon fils, il reprendra la boîte et moi, j'arriverai après. Je dis, mais vous avez... ils sont vraiment petits. Donc, en fait, c'est rigolo, ils s'imaginent alors que, ils sont petits et qu'il y a... On verra, je sais pas. Ça, c'est un peu le phénomène tribu, quand même. C'est le fait d'être toujours... Alors que, le grand, il travaille déjà avec nous, donc il est déjà en plein dedans. Et lui, il l'a fait par choix. Alors, il l'a fait par choix. Au départ, il a fini l'école ici, parce que lui aussi a grandi ici. Et donc, du coup, il a commencé à travailler d'abord en boutique, après bureau. Enfin, une suite logique, hein, on n'arrive pas, voilà. Histoire de ne pas tomber comme ça tout de suite. Et en fait, c'est une discussion qu'on a eue pas mal avec mon mari sur les premières années, parce que je lui disais, moi, je veux qu'en fait, ce soit un choix de sa part, et pas une imposition. Et comme mon mari est vraiment très businessman, donc pour lui, c'est la suite. Voilà. Et je dis, mais si c'est ce qui le rend heureux, oui. Mais si c'est pour te faire plaisir, je sais pas si c'est une bonne chose, en définitive. Il le fera peut-être, mais est-ce qu'on a envie de ça pour lui ? C'était ça. Et en fait, non, j'ai l'impression que... C'est un peu Obélix, quoi. Il est tombé dedans quand il était petit. Voilà, j'ai l'impression que, non, du coup, voilà. Donc après, c'est son choix. Maintenant, c'est un adulte et voilà. Mais voilà, les petits, donc oui, évidemment, quand c'est une entreprise familiale, on y pense, c'est sûr. Mais voilà, il faut qu'on leur laisse quand même le choix de dire, voilà, il y a la possibilité et l'opportunité. Et encore faut-il qu'ils aient envie, qu'ils s'en sentent capables. Parce que l'idée, c'est pas non plus de mettre un enfant... dans un état d'échec ou de voilà. Donc nous, on les accompagne parce que voilà, on est les parents mais après il faut que aussi l'entreprise qu'ils aient leur place. C'est pas juste parce que on est là,
Oui, oui, c'est apporte quelque chose quand même. C'est pas juste Voilà. l'occasion fait le larron, quoi. C'est pas Voilà. juste. Donc on est là pour les former, pour les aider. Bon, Ouais. c'est sûr, c'est plus facile, mais après, c'est pas une finalité en soi, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter maintenant? Écoutez, en touchant du bois, moi je dis toujours, ça pourrait être pire. Donc je suis assez positive là-dedans. Je suis assez Que ça contente. dure, alors. Voilà, je suis assez contente et assez fière de ce qu'on a fait jusque-là. Donc juste que ça continue. Voilà, Ben oui. voilà, que ça continue et qu'on puisse partager ça avec nos équipes, avec nos clients. Et voilà, avec vos enfants. Avec nos enfants. Oui, on verra. Hein, et que ça continue et que. C'est une belle aventure. C'est vrai que c'est une très belle aventure. Oui. Eh bien, merci, Kika. C'était Merci vraiment un à vous plaisir. de me recevoir. Vraiment un plaisir. Merci. Merci.